Bien, donc le sujet c'est Roland Garros. Alors je dois dire que, ou rappeler que l'historien de Roland Garros est très clairement Jean-Pierre Lefebvre-Garros, qui est son neveu et biographe. Et puis bon, donc en fait cette conférence est largement articulée autour de son livre, qui est l'ouvrage de référence. Et puis bon, nous au niveau A3F, on a apporté l'analyse historique, le contexte mondial, etc. Bien, alors pour cette année mondiale, nous avons un logo qui là encore est dû à la DGAC, donc on remercie beaucoup l'artiste de la DGAC. Roland Garros est né à La Réunion, il n'y est d'ailleurs pas resté très longtemps. Vous avez ici une photo de lui jeune avec sa mère, et son père était avocat à Saint-Denis de La Réunion. Alors je parle bien sûr sous contrôle de Jean-Pierre, et je regarderai de temps en temps pour voir si son regard est approbateur ou non, ou pour les corrections éventuelles. Alors assez rapidement, la famille va aller à Saigon, en Indochine, et là vous noterez que déjà à cette époque, il faisait du vélo, retenez ça, on va y revenir, et il a eu un petit accident qui n'a pas entraîné de suite. Vous voyez qu'à l'époque, on utilisait encore beaucoup le cheval pour se déplacer. Alors vous notez qu'il y a un dessin, effectivement, outre le livre de Jean-Pierre, il y a une bande dessinée qui existe et qui permet dans bien des cas de pallier à l'inexistence de photos. Je pense d'ailleurs que certains dessins ne sont pas toujours tout à fait corrects. Alors là va arriver un premier élément important dans la carrière du jeune Roland. Il va être envoyé en France pour poursuivre ses études au niveau du secondaire, et il va être envoyé à Stanislas à Paris. Et là, en 1900 environ, il va tomber gravement malade, apparemment une bronchopneumonie. Il est condamné par la faculté, comme le dit la bande dessinée, et c'est l'époque où justement on commence à voir le développement d'un endroit très connu aujourd'hui pour tout, sauf pour les avions. C'est un peu comme le problème de Garros et le tennis, c'est la Côte d'Azur. C'est le début de l'arrivée des grandes fortunes de ce monde, à la fois pour la météo, enfin pour le plaisir, mais aussi pour se soigner. Donc il y a pas mal de gens qui descendent sur la Côte d'Azur pour se soigner. Alors là c'est idéal, Stanislas Paris a une annexe à Stanislas Cannes, et c'est ainsi que le jeune Roland Garros va être sauvé d'une mort probable. Alors je signale que ça c'est la deuxième conférence de l'année mondiale. La première a eu lieu ce lundi, à Stanislas à Cannes. Coïncidence extraordinaire en présence du directeur, très intéressé de l'actuel lycée Stanislas maintenant, qui est un gros lycée à Cannes. Alors il va très bien se débrouiller, c'est un bon élève, puisqu'en fait il va rattraper, il va faire 2 années en une, la 6e, la 5e. Et les anciens de Stanislas Cannes, qui sont très actifs, ont même publié un petit ouvrage où là une magnifique photographie d'un ami Roland avec l'étoile rouge, peut-être mettre une étoile bleue, au premier rang, qui a déjà un air très sérieux. Donc il est à Cannes pendant 2 années, où il est effectivement, comme je vous disais, un bon élève, puisqu'il va notamment être inscrit au tableau d'honneur, comme vous le voyez ici. Et les 3 années suivantes, eh bien, il va les passer à Nice, à côté, pas très loin, 40 km, au lycée de Nice. Alors, le lycée de Nice, tout le monde connaît aujourd'hui. C'est le lycée Masséna. Magnifique lycée à visiter, sur le plan architectural. Et là, il va commencer à faire du sport. Celui qui a failli passer à côté de la mort. Il va faire de la compétition au Vallon des Roses. Et là, vous voyez qu'il va continuer à accumuler un certain nombre de prix. C'est un bon élève. Il va être également le capitaine de l'équipe de football du lycée. Et là encore, il va emporter son équipe à la victoire. Donc vous voyez, on est déjà à 2 sports, le vélo et le football. Toujours pas le tennis. Alors là, c'est là que Jean-Pierre m'a engueulé hier, parce que pour moi, c'était une photo. Donc il a été faire un séjour typique de vacances en Angleterre en 1904. Et là, effectivement, oui, il a eu une raquette de tennis dans les mains. Et il y aura un deuxième cas, comme vous verrez, mais tout à fait extraordinaire, il aura une raquette dans les mains. Bon, on voit tout de suite que c'est un grand joueur de tennis. Là, il n'a pas fait de compétition. Mais apparemment, la photo est prise en France, donc Jean-Pierre. D'accord. Ok. Et rebelote du vélo. Il va faire donc effectivement de la compétition. Il est entre-temps remonté à Paris, donc Janson de Sailly, pas n'importe quel lycée. Il va passer un bac philo et il va faire des compétitions interscolaires, comme on disait à l'époque, sous le pseudonyme de Danlor, parce qu'effectivement son père voyait plutôt d'un mauvais œil qu'au lieu d'étudier, il fasse de la pédale, quoi. Et alors c'est Danlor, c'est Roland en anagramme.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire du vélo avec un certain Bielo Vukic, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, autre pionnier de l'aviation, grand pionnier. Et puis, eh bien, il rentre à HEC. Alors ça, c'est une nouvelle étape importante parce qu'il va être amené à connaître du beau monde et ça va notamment expliquer quelque chose plus tard. Alors à HEC, il va avoir comme camarade notamment un certain Jacques Kellenec, qui était tout simplement, dont le père, pardon, était l'ingénieur en chef du canal de Suez, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis, d'autres sports, il attaque le rugby, l'athlétisme, et ça, c'est par intermédiaire d'un autre de ses amis, qui est donc Émile Le Sieur, du Stade français, rugby, athlétisme. Ils sont tous de la même promo, vous voyez, HEC 1908. Alors justement, pourquoi on a un objectif 2018? Parce que c'est sa naissance, sa mort, enfin anniversaire, et son diplôme HEC. Vous voyez, il y a 3 anniversaires potentiels, plus dans le cas des manifestations nationales 14-18, bien entendu. Et ben, ce brillant élève se lance très rapidement dans le commerce automobile. En fait, il va d'abord être embauché chez Grégoire, hein, donc dès le mois de septembre 1908, et il va rapidement s'installer à son compte, à lui la Grande Armée, hein, pas n'importe où il va, comme on faisait à l'époque, modifier des baquets. Hein, donc là, à l'époque, on parlait de modification de baquets, maintenant on dirait utilisation de châssis pour en faire utiliser une carrosserie, installer une carrosserie différente. Donc vous voyez là son enseigne, hein, donc on voit Grégoire et Roland Garros, et il est au volant d'une magnifique voiture qu'il a modifiée. Il va racheter un an plus tard un petit garage, là, 6R Renaudin Auto, qu'il va transformer en garage automobile. Mais bon, tout ça, ça ne va pas durer très longtemps. Parce que vous avez noté qu'on est en 1908-1909, et donc il ne vous aura pas échappé que ce sont les grands débuts de l'histoire de l'aviation dans le monde, enfin en l'occurrence en France, hein, rappelons-le, avec notamment le mythique meeting de Reims en 1909, sponsorisé par les marques de champagne. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont réalisé, c'est vraiment eux qui ont été derrière. Alors vous voyez qu'il y avait du beau monde, hein, et vous avez la liste des inscrits, entre crochets, enfin ceux qui sont venus à gauche, ceux qui sont plus ou moins pas venus ou qui n'ont pas volé entre crochets. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'avions, une majorité d'avions français, mais il y avait évidemment du Wright, et il y avait un Curtiss, surtout, vous savez certainement que ça s'est terminé notamment par une grosse bagarre entre Louis Blériot et Curtiss, gagné d'ailleurs par Curtiss sur cette course. Il y avait 3 pays qui ont effectivement participé, hein, France, Hollande, États-Unis, mais il y avait également Sanchez Beza qui volait sur voisin et qui était en fait d'origine chilienne, et puis Cockburn anglais. Le Hollandais, c'est celui-là, bien sûr, Klichmann. Santos Dumont n'est pas venu. Et Fernandez, il n'est pas très connu, mais c'est un anti-bois. C'est d'ailleurs le premier avion qui est volé sur la Côte d'Azur. C'est un avion de type Wright. Et puis, quelques mois après, il y a le premier salon de l'aéronautique au monde. Oui, donc Reims, premier meeting international d'aviation au monde. Tout de suite après, premier salon de l'aéronautique au monde, en 1908 et pas en 1909, comme le GIFAS veut nous le faire croire, et ouvre la porte aux Allemands pour dire après que c'est eux qui ont fait le premier salon. Alors effectivement, ce premier salon était en fait une annexe du salon automobile, mais bon, c'est la première fois au monde qu'il y a une collection de machines, et notre ami Garros y va. Et là, c'est le déclic. C'est le déclic devant une certaine demoiselle de Santos Dumont. Alors ça, c'est la fameuse photo de la fois où Santos Dumont est tombé en panne, s'est posé dans un château et s'est fait inviter à manger par la tenancière, la noble propriétaire de ce château. Et il va donc s'acheter une demoiselle fabriquée par Clément Bayard, hein, célèbre constructeur et pionnier de l'aviation. Alors notez bien le prix qu'il va payer, 7 500 francs. C'est pas inintéressant. Et ici un petit rappel pour dire qu'en fait la première demoiselle qui a été vendue a été un certain Edmond Audemars, un Suisse, dont on va être amené à reparler souvent dans cette conférence, et qui travaillait notamment pour Motosacoche, hein, donc des moteurs suisses, qui ont été également utilisés dans l'aviation. Alors en attendant sa demoiselle, eh bien, Roland Garros va avec sa voiture se promener sur le lieu de ses études, donc il va aller sur la Côte d'Azur. Hein. On est au mois d'avril, donc il fait certainement meilleur là-bas qu'à Paris. Il touche sa première demoiselle. Alors là, je pense que le dessin est faux, hein, parce que d'après le compte-rendu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Tout à fait. Puis en plus, il n'était pas en l'air, la demoiselle, d'après ce que j'ai vu. Il était encore en train de rouler, et il n'a pas de brevet, hein, il n'a pas été à l'école, il vient de toucher sa demoiselle, donc il commence à rouler, quoi, tranquillement. Puis tout d'un coup, il y a donc le fils Clément, c'est ça qui est extraordinaire, qui lui arrive, je pense, sur la droite, et qui lui rentre dedans, et donc sa demoiselle, quand on voit l'avion, on a tout de suite compris, l'ULM, qu'il ne doit plus rester grand-chose de la machine.
Alors, coup de chance, comme c'est, si je puis dire, comme c'est le fils Clément, eh bien, quelques jours après, il y a le père qui redonne une demoiselle toute neuve à l'ami Roland. Donc, il en est déjà sa deuxième demoiselle, sans le vouloir, vraiment. Et alors là, regardez, on est donc au mois de juillet, hein, donc quelques semaines après, et il se pointe dans un meeting d'aviation. Aujourd'hui, on n'imagine pas un pilote autorisé à faire ça. Et d'ailleurs, à telle enseigne qu'il va, pendant ce meeting, le 19 juillet, obtenir son brevet de pilote, donc dans le cadre d'un meeting. Alors, c'est pas le seul à avoir connu ça. Donc, je travaille sur les meetings du Sud-Est et j'ai notamment constaté qu'au meeting de Cannes, qui était le premier meeting dans toute la moitié sud de la France, hein, peu de gens le savent, un certain nombre des pilotes, normalement, n'avaient le droit de participer que ceux qui étaient brevetés. Mais en fait, non, il y a eu des exceptions et plusieurs de ces pilotes ont aussi passé leur brevet à Cannes et probablement à Nice aussi. Voilà, donc vous voyez qu'en 99, le nom de Garros a été donné à l'aérodrome de Cholet. Et puis, eh ben, il commence à toucher de l'argent et il va s'acheter une troisième demoiselle plus performante qu'il va acheter quand même à crédit. Bien. Donc voici le monument. Bon, je vais pas trop m'attarder quand même puisqu'il y a une autre conférence derrière. Alors, il se retrouve là encore quelques jours après à un autre meeting. Alors, c'est la grande période des meetings. Hein. On peut dire que alors, le premier meeting sur l'aviation, c'est encore en France, c'est à Juvisy, Port Aviation, Viry-Châtillon. Hein. Et dont il y a la maquette d'ailleurs à l'entrée. Et très rapidement, il va y avoir énormément de meetings. C'est dans la foulée quasiment de la traversée de Blériot. Il y a un engouement incroyable. Hein. Il faut voir, il y a des centaines de milliers de personnes qui se pressent dans toutes les villes de France. Il y a des compétitions entre les villes pour attirer les plus grands pilotes avec des primes énormes, comme vous allez le voir. Et donc, fête d'aviation à Rennes au mois de juillet. Et alors, l'un des problèmes de ces meetings, c'est qu'on s'aperçoit, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, il fait mauvais temps. Et donc, la foule en colère. Il y a des moments où c'est quand même assez chaud, et vous verrez que ce sera encore plus chaud outre-Atlantique. Et donc Garros, qui est quelqu'un qui est un bon pilote, c'est évident, on le sait maintenant, et qui ne manque pas de courage, ben, plusieurs fois va être amené à voler alors que les autres ne le font pas, et ce qui devait arriver est arrivé. Un jour, apparemment, il passe sur le dos à Rennes, et il s'en sort. Hein, donc on voit que c'est un bon pilote. Alors il va avoir une quatrième demoiselle, en fait, celle ni plus ni moins d'Alberto, de Santos Dumont, qui lui donne. Et il commence à avoir des problèmes de santé, il arrête l'aviation, vous savez que la fin était dramatique. Et il va avoir, alors je ne sais pas si c'est avec la troisième ou la quatrième, mais donc un jour il va se promener comme ça se promener entre Saint-Cyr et ici les Moulineaux. Et non loin du château de Versailles, il va avoir une panne moteur et il va plus ou moins endommager la machine à atterrissage. Je ne sais pas si d'ailleurs l'atterrissage a été aussi violent que ce qui est indiqué sur le dessin. Mais bon, il n'y aura que des dommages matériels. Septembre, donc vous voyez, ça va très très vite. Il se retrouve dans la région de la Rance, où là encore, il fait mauvais temps. Hein, vous voyez, vent de près de 100 km à l'heure. Et il va voler, et ce qui va lui valoir une réputation de plus en plus importante, parce qu'il va un peu sauver la mise pour les organisateurs. Et vous voyez, il touche un prix de 10 000 francs, plus encore un petit prix pour avoir été survolé l'île de Sézanne. C'est la première fois que les gens commencent à voyager en public. Hein. Donc vous voyez, même personne ne connaît, je pense, ici l'île de Sézanne ou peu. Eh bien, 1000 francs. Demoiselle, 7 500 francs. Il se paye une demoiselle, presque deux, rien qu'en allant dans les environs de la Rance. Et alors, encore plus stupéfiant, bon, c'est plus ou moins connu, mais les gens, ils lisent, mais ils ne réfléchissent pas, ils ne cherchent pas à mettre dans le contexte. Au mois d'octobre 1910, hein, donc il y a à peine un an que Blériot a traversé la Manche, il y a un meeting qui est organisé à Belmont Park. En fait, c'est tout simplement New York. Hein. Et l'organisateur, c'est un certain Hartberg, qui est le fameux agent des frères Wright, hein, qui a fait venir les Wright en France. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'avions. Hein. Il y a beaucoup de Blériot 11, bien sûr. Hein. C'est évidemment, je rappelle que le Blériot 11 est le premier avion au monde construit en grande série. Au monde. Et le premier, le voisin cellulaire, 60 exemplaires. Le Blériot 1000, 1500. Donc, majorité de Blériot, avec le Blanc, qui est d'ailleurs le premier client. Le premier avion avec un numéro constructeur, c'est le Blériot 11 de Leblanc, numéro 13, puisque Blériot 12 et ensuite numéro 13. Donc on voit d'autres clients dont on va reparler, notamment Barrier et Simon, un Anglais, Graham White, et puis Moisan. Alors Moisan, on va souvent en reparler. Alors lui,
Donc tu disais, c'est un né à Haïti. Ah oui, pardon, Weyman, exact. Oui, mais Moisan, il y a aussi du Canadien, je crois, hein, c'est pas que américain, c'est un peu mélangé. Mais qui volait en France, à Issy-les-Moulineaux. Oui, alors quand même, ici, on est à côté d'un endroit mythique des débuts de l'aviation. Hein. Là, juste à côté, il y avait l'endroit le plus actif dans tout le monde au niveau de l'aviation. On retrouve notre ami Garros avec sa demoiselle, mais aussi Audemars, hein, donc le Suisse, Latam, hein, Hubert Latam avec son Antoinette, et puis bon, du Wright et du Curtis. On est quand même aux États-Unis. Alors, oui, tout de même, il faut bien insister, Garros n'a que 3 heures de vol hein, lorsqu'il se présente dans un meeting international à New York. Alors, ils y sont allés en bateau, hein, avec le paquebot. Et là, il va donc parler avec Moisan, John Moisan, qui a une idée tout à fait extraordinaire. Et là encore, c'est quelque chose à côté de laquelle tous les historiens sont passés, ou presque, sauf les bons. Et c'est en fait l'idée de Moisan de créer un cirque aérien consistant, comme un cirque en fait, avoir des tentes, des avions, faire des exhibitions à un endroit, replier tout ça, prendre le train et aller dans une autre ville. Donc voilà le contrat par lequel le Garros s'est engagé. Voici le logo des Moisan International Aviators. Voici la fine équipe. Donc vous avez Seymour. Alors il y avait des compétitions avion-voiture déjà. Donc le pilote de la voiture c'était Seymour. Vous avez ensuite Frisbee qui s'occupait des cerfs-volants, ça ne s'invente pas. Et ensuite vous avez donc Simon et Barrier devant, Audemars qui est derrière, Garros, Young qui était le manager de l'équipe, et Hamilton qui porte bien sa tête d'escroc qu'il est, et on en reparlera. Et puis Moisan est le chat le plus célèbre de l'aviation à l'époque. Alors voilà le circuit qui est quand même incroyable, hein, parce qu'on est en 1910, hein, 11, fin 10. Ils vont partir de New York et vous avez leur trajet, ils vont aller jusqu'à Cuba. Moi-même j'ai mis de nombreuses années avant de réaliser ce qui s'était passé. Notamment au passage à Richmond, ils vont surveiller le président des États-Unis, hein, Taft, soi-même. Hein, l'aviation est ce qu'il y a de plus spectaculaire à l'époque hein, dans le monde. Alors oui, à Chattanooga, ça commence, tempête. L'affaire d'ailleurs va capoter sur le plan financier, hein, ils ne vont pas rentrer dans leurs sous. Voilà donc la course de voiture à Memphis avec une Fiat pour les experts en automobile. Il va voler par la tempête pour absolument satisfaire le public. Quand je disais que c'était chaud aux États-Unis, effectivement, ça s'est terminé quelquefois par des coups de feu quand même. Hein. On est aux États-Unis, hein. Les cow-boys. Et il va se blesser à l'atterrissage. À Tupelo, ça va être un véritable fiasco financier. Donc toujours de la bande dessinée, voici comment il se déplaçait entre villes. Alors vous voyez que l'ami Garros est en train de devenir finalement un peu un spécialiste du vol tout temps, on dirait aujourd'hui. À vue, certes, mais tout temps. Il semblerait qu'il est l'un des premiers à voler en conditions givrantes à New Orleans. Et quelques jours après, le 31 décembre, il va y avoir un drame. Donc dans l'équipe, il y avait les demoiselles et des Blériot 11, bien sûr. Et donc John Moisan va se tuer en voulant battre le record du monde d'altitude. Les gens vont se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, on continue ou pas? En plus, il y a des difficultés financières et finalement, comme on dit, the show must go on. Pardon, le record de durée, oui, j'ai dit le record d'altitude, record de durée. Ouais. Alors, vous voyez, on a quelquefois des photos de l'époque qui sont très intéressantes à Fort Worth. Vous voyez que ce n'est pas des oiseaux dans les arbres, ce sont des resquilleurs. Même chose, hein, il va voler dans des conditions météo très limites, hein, dans la tempête en fait. Et puis à Oklahoma City, il va même pour la première fois voler en brouillard avec utilisation de boussole. Donc là, on voit que vraiment il est en train de se former pour la suite. Hein. Voilà une belle série de photos à Houston. C'est un journal local qui a ressorti ça récemment sur un site. Donc voilà, on voit du Blériot 11, on voit de la demoiselle, on voit la grande tente, on voit le public. Hein, c'est pas 2 pelés, 3 tondus. Voilà quelques photos en vol de Blériot 11. Alors l'étape suivante, déjà en tant que telle, c'est vraiment une manip tout à fait extraordinaire, hein, qui est vraiment une des plus importantes débuts de l'aviation, hein, qu'il faut sortir de son ignorance. Hein. C'est lorsqu'ils arrivent au Texas, à San Antonio, il va y avoir en fait l'organisation de journées militaires avec l'armée américaine.
Donc ça montre que l'armée américaine commence à s'intéresser à l'avion. Il ne faut pas oublier que l'aviation militaire, à part les écrits prophétiques de Clément Ader, il n'y a pas grand-chose à l'époque. Hein. Et on se pose des questions, parce qu'il semblerait que parmi les militaires, il y ait deux personnes légèrement connues, alors Eisenhower, tout le monde connaît, et le général Foulois, peut-être, qui a donc été un des grands pionniers de l'aviation militaire aux États-Unis. Voici une photo de Garros à San Antonio, avec un Blériot. Et voici le premier grand événement totalement méconnu, totalement non apprécié par les historiens, mais ça change. Donc ça, c'est une découverte suite au groupe de travail. C'est que, donc, lorsqu'ils sont passés à El Paso, en février 2011, l'armée américaine, il y avait à l'époque une insurrection au Mexique, et donc l'armée américaine a demandé à cette poignée de pilotes, vous ne pourriez pas, avec vos avions, aller voir ce qui se passe. Ben voilà, c'est tout simplement la première opération aérienne militaire de l'histoire de l'aviation. Alors Garros n'est pas seul, il y en a d'autres. Hamilton, on ne sait pas trop s'il y était. Bon, ça c'est juste une image pour illustrer, hein, ça n'a pas grand-chose à voir, c'est juste pour montrer qu'il y avait la guerre. Alors bon, il y a déjà des petites querelles avec Stéphane Nicolaou, pour ne pas le nommer, hein, qui est un grand spécialiste. Lui dit ouais, c'est pas important, de toute façon ils n'ont rien vu. Oui, ok, ils n'ont rien vu, mais bon, c'est la première fois, et en plus c'est une demande officielle de l'armée. Hein. Donc on peut même dire que c'est la première feuille de route, si on peut dire, de l'aviation militaire dans l'histoire de l'aviation. Alors de nouveau une photo du groupe. Donc ils vont au Mexique après, et notamment les premiers vols à Mexico City vont être réalisés par l'équipe. Alors le premier vol, ce n'est pas Garros qui va le faire, c'est Simon. Donc le président mexicain sera là, hein, on le voit avec ses galons. Et là, comme dans toute bonne bande dessinée, l'auteur se dessine. Donc là, vous avez Jean-Pierre Lefebvre-Garros à droite, hein, on reconnaît que sa moustache. Hein. Il voulait se cacher, mais c'est raté. Bon, donc, ce qui est intéressant dans le passage à Mexico, c'est que, vous voyez, il y a eu un vol de Garros à 3400 mètres d'altitude, donc c'est que Mexico City est un des aéroports les plus hauts au monde. Et donc, il a officieusement, parce que l'Aéroclub de France n'était pas là, battu le record du monde d'altitude. Et c'est également à cette occasion que l'escroc est arrêté. Bon, vous avez les détails dans le bouquin de Jean-Pierre. Et puis, donc, ils vont à Cuba. Ils vont à La Havane. Hein, c'est tout à fait étonnant. Hein, peu de personnes l'avaient réalisé. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il va toucher son premier Blériot 11. On va dire qu'il est riche hein, avec tout l'argent qu'il touche. Donc, il n'a pas de mal à s'acheter un Blériot 11. Donc, on va les compter. Donc, ça, c'est le premier, qui va d'ailleurs rapidement accidenter. Et puis là, à la fin, alors justement, ce qu'on espère dans le cadre de cette année mondiale Garros jusqu'en 2018, c'est de susciter des recherches scientifiques, universitaires, parce qu'il y a plein de points d'ombre, plein de dates à préciser, de ci, de ça. Et notamment, moi, je n'ai pas la date exacte à laquelle ils sont revenus, ils ont quitté le cirque Moisan, ils sont revenus par le paquebot. Et c'est donc à cette occasion que Roland Garros, donc, vous voyez, dès le mois de mai, il va participer à la fameuse course Paris-Madrid, qui va se terminer assez rapidement en un duel avec le célèbre Jules Védrine, à l'avantage de ce dernier, avec notamment l'épisode intéressant de la panne de l'ami Roland dans le coin de Hendaye. Hendaye est en train de participer à l'année mondiale, avec des stèles, des choses comme ça. Hein, ils essayent de faire quelque chose, donc près de la frontière espagnole. Et il va tenter désespérément de faire comprendre aux moines d'à côté qu'il veut de l'essence, mais les moines, ils ne comprennent pas, ils ont un objet qui est venu du ciel, vous imaginez à quoi ils peuvent penser à l'époque. Donc il va pouvoir quand même avoir de l'essence, repartir, et finalement il va devoir faire un atterrissage d'urgence qui va mal se terminer, et il va casser, comme souvent pareil cas, le train d'atterrissage cassait. Donc c'est fini. C'est fini. Alors, ce que montre la diapositive, c'est qu'effectivement, pour les experts en histoire, ce Paris-Madrid a été tout à fait dramatique. Il a commencé de manière absolument catastrophique, puisque au décollage, il y a train sur un avion-train. D'ailleurs, un des premiers avions métalliques de l'histoire, apparemment, on ne sait pas quelle proportion de métal, mais bon, qui a tout simplement tué le ministre de la Guerre, plus blessé d'autres personnes. Mais là encore, the show must go on, et donc... Et alors que Garros était en tête, in fine, c'est Jules Védrine qui va l'emporter. Alors, notez bien les dates, donc c'est du 21 au 26 mai 2011. 28 mai, 2 jours après, Castagnetienne, il part pour Rome, le Paris-Rome. C'est quand même incroyable, il avait la santé. Hein. Alors donc, ça va d'ailleurs très bien se passer pour lui au début, hein, puisque, enfin, bien et mal, sur le plan du matériel,
il va utiliser un deuxième et un troisième Blériot 11, voilà, rien que sur cette course, initialement. Et il va devoir finalement se poser en fait à Nice de nuit. Et à ce moment-là, il est deuxième de la course, hein, sachant qu'il y a beaucoup d'inscrits, bien sûr. À cette occasion, il va connaître une certaine Anastasia de Mecklembourg-Schwerin. Donc pour ceux qui connaissent la Côte d'Azur, c'est la ville de Èze, hein, dans l'arrière-pays niçois. Et au passage, d'ailleurs, il aura eu une panne à Avignon, avant d'arriver à Nice. Et là, il va tout simplement se faire prêter, je ne sais pas par quel miracle, sur le champ, un nouveau Blériot 11, celui de Culling. Donc vous voyez, là, on en est déjà à un quatrième Blériot 11. Hein, c'est quand même, ça décoiffe, comme on dit. Il va arriver à Pise, où là, il va avoir l'honneur d'être reçu, il va être reçu en grande pompe. Il est très populaire en Italie. Ce qu'il faut que je vous dise d'ailleurs, c'est que cette année, il va y avoir beaucoup de choses en France, bien sûr, en Tunisie, évidemment, avec Habib Soucia, mais aussi en Italie. Et notamment à Naples, à Rome, à Cagliari. Et peut-être à Côme. Enfin, il y aura des choses à Côme, mais on ne sait pas si on sera impliqué. Donc dans la chambre de Garibaldi, vous voyez ici le dessin. Mais bon, malheureusement pour lui, il va terminer deuxième. Aujourd'hui, on dirait le Poulidor de l'aviation. Derrière le fameux Beaumont, dont le vrai nom était en fait Conneau. Donc il a préféré prendre un pseudonyme. Puis en plus, comme c'était un marin, ça impliquait moins la marine. Ça lui permettait de ne pas mettre en fait en porte-à-faux la marine sur ces vols qui étaient en fait des vols civils. Donc bon, il est deuxième, enfin il est quand même deuxième, hein, c'est mieux que quatrième ou dixième. Et puis toujours, vous voyez, dès la fin du mois de juin, début du mois de juillet, il y a le fameux circuit européen, qui a été une énorme opération, dans laquelle on a retrouvé tous les constructeurs. Hein. Il y avait, vous voyez, 41 pilotes qui étaient inscrits. Bon, tous n'ont pas effectivement volé. Alors vous voyez qu'ils se sont vraiment promenés un peu partout, hein, puisqu'il y a eu Liège, il y a eu Spa en Hollande, enfin Utrecht, il y a eu Bruxelles de nouveau, Calais, Douvres bien sûr, l'Angleterre, hein, sur les traces de Blériot. Et puis, à cette occasion, eh ben, il va encore avoir un Blériot 11 supplémentaire, le sixième. Et puis, ben, de nouveau, il termine deuxième. Mais il termine, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fini. Et de nouveau, c'est Beaumont qui va l'emporter. Donc Beaumont, effectivement, j'avais mis sur la diapo précédente, Super Héros, donc une des premières promos de Super Héros. La marine avait envoyé un certain nombre de ses pilotes à Super Héros, hein, pour les former. Alors, il va faire connaissance d'un certain Charles Voisin, donc c'est le frère de Gabriel, hein, bien sûr, qui va devenir en quelque sorte son manager, lequel Charles Voisin était l'ami d'une certaine baronne de la Roche, donc la première femme pilote au monde, hein, première femme brevetée, encore une première française, brevet numéro 36, qui avait été anoblie officieusement par le tsar, qui avait été enthousiasmé par une de ses présentations. Et c'est l'occasion où il va battre son premier record d'altitude qui va devenir une de ses spécialités. Alors le record, il le bat à Cancale et il le prend à un autre pilote de Blériot 11, un Félix. Et pour cette occasion, il va utiliser un avion modifié, bien sûr, donc on compte, c'est son septième, ça n'arrête pas. Et la rencontre avec Charles Voisin va être bénéfique parce qu'en fait, ça va conduire à une nouvelle escapade américaine, mais cette fois-ci dans le sud, et plus sérieusement organisée. Le financement était solide. Et on retrouve les mêmes compères, hein, donc Audemars et Barrier. Et cette fois-ci, ça va être direction Brésil-Argentine. Alors, par exemple, il réalise les premiers voyages au Brésil. Alors, notez la prime, hein, 80 000 francs. Ça fait 10 demoiselles. Vous pouvez s'acheter des Blériot 11 tant qu'il voulait. Hein. Et il va notamment réaliser un voyage en patrouille avec un futur pionnier brésilien Chavez, mais surtout, nouvelle étape très importante au niveau mondial. Il va faire voler un certain nombre d'officiers brésiliens de l'armée, donc l'armée de terre en fait. On n'a pas la date exacte, autre sujet de recherche, donc ça se passe en février 1912. Et dans ces militaires de l'armée de terre, il y a Ricardo Kirk, le père de l'aviation brésilienne. Enfin, je veux dire de la Força Aérea Brasileira. Inutile de vous dire qu'on a passé le message à l'équipe de Dassault, hein, parce que ça peut être un petit plus hein, pour la vente du Rafale. Donc c'est sérieux. Hein. Donc Garros est à l'origine de l'armée de l'air brésilienne, tout simplement.
Voilà, donc vous avez quelques détails sur, sur ses vols, les primes qu'il touche. Il va faire la connaissance d'une dame qui s'appelle Marcel Gorge, et non pas Georges, comme tout le monde dit. C'est bien le véritable nom, qui sera aussi officieusement anobli par la suite. Alors, comment dire, la carrière de pilote de compétition de Garros va basculer à l'occasion du circuit d'Anjou, donc autour d'Angers, où on retrouve d'ailleurs sur le circuit Cholet, soit dit en passant. Vous avez une photo, une belle photo, là on le voit dans la tente avec la baronne de la Roche, c'est Charles Voisin au milieu. Bon, et puis, non, pardon, c'est Aude-Mars, voilà, Aude-Mars, suis-je bête, Aude-Mars et Garros. Et donc là, de nouveau, par très mauvais temps, il va faire tous les circuits et pour la première fois, il l'emporte. Il l'emporte, il gagne, il est premier. Donc là, on le voit féliciter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre, il va toucher son 8e Blériot 11 qu'il va donner à l'armée. Et anecdote extraordinaire, c'est que ça a planté le souk, comme on dit, parce qu'à l'époque, l'armée, c'était l'armée de terre. Hein. Vous avez l'armée et la marine. Et donc, l'armée de terre, il y avait une aviation militaire, l'armée de terre, mais ils se sont battus entre le génie, l'artillerie, etc., pour savoir qui avait l'avion. Et apparemment, jamais personne ne l'a utilisé, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Et c'est donc à cette occasion que la presse va commencer à l'appeler le champion des champions. Voilà, il n'est plus Poulidor. Voilà, belle aquarelle. Alors je vous signale que l'aquarelle de gauche, pour ceux qui connaissent, elle est chez Jean Turc, grand pionnier mondial du guidage des engins et de l'infrarouge, devenu SAT. Alors, les meetings internationaux, il est très connu, il va participer au meeting de Vienne, où là encore, alors d'abord il va avec 2 avions cette fois-ci, nouveaux, 9 bien sûr, donc 9 et 10, c'est pas fini. Et il va remporter un certain nombre de prix, il sera le Français le plus titré du meeting. Par contre, il va se passer un truc tout à fait étonnant. À la surprise générale, il y a un Autrichien inconnu qui bat le record du monde d'altitude sur un avion en fait peu connu, hein, les Loner, il n'y a que les spécialistes qui connaissent. Et en plus en biplace, il y avait un passager à bord, ça il ne va pas digérer. Il ne va pas digérer et on va voir la suite. Ben, la suite elle va arriver très rapidement parce qu'en fait il est amené à connaître un certain Émile Dubonnet, hein, du bon, Dubonnet, c'est bien le même, qui a une belle villa à Ougat, au bord de la mer, là. Et donc, il part là-bas avec un Blériot 11 modifié. Donc, cette photo, vous voyez Charles Voisin, cette fois-ci. De nouveau, la baronne de la Roche. Sur la bande dessinée, on voit sa carte, là, déroulante. Donc, on pourrait comparer avec l'avion qui est dans le hall, mais là, c'est un Blériot. Hein. Et donc, modifié, avec un train d'atterrissage allégé. Et je peux vous annoncer déjà la première découverte de l'année mondiale. Parce qu'effectivement, bon, c'est pas une découverte fantastique. Mais chaque fois qu'on fait des opérations comme ça, en 2003, on a découvert, par exemple, qu'il était parti de Fréjus, et pas de Saint-Raphaël. On l'a découvert, on l'a confirmé, scientifiquement, si je puis dire. Et donc, sur la photo, que je crois que je ne montre pas d'ailleurs, mais bon, il y a une peinture. Et donc, on a peut-être là le premier Nozart de l'histoire de l'aviation. Donc là, identifier la peinture en question. Donc, il bat le record, hein, 4260 mètres, il n'a pas réussi à aller jusqu'à 5000. Et là, bah, c'est Le Gagneux, autre spécialiste du record d'altitude, qui va reprendre le bien très rapidement à Roland, hein, quelques jours après, mais sur un autre type d'avion, Morane Saunier H. Hein, on arrive à un nouveau constructeur. Bon, le Blériot, c'est un vieil avion, hein, à l'époque, il faut le dire. Hein, de toute façon, c'est normal, hein, ça évolue tellement vite qu'en l'espace de quelques mois, cet avion était devenu obsolète. Ah bah si, la photo la voilà. Donc effectivement, lorsqu'on regarde bien, on voit qu'il y a une espèce de tableau qui est peint sur l'avion. On n'a jamais fait gaffe. Nous, on se dit, ouais, c'est des reflets. Puis un jour, il y a Guy Vaugeois, qui est donc l'artiste de Henri, là, qui a fait un profil et qui, évidemment, a regardé de près la photo. Et ben voilà. Bien. Alors, il va donc reprendre son record, bien sûr. Alors, il va d'abord faire des essais à Marseille qui ne vont pas très bien se terminer. Il va même casser l'avion. Donc, il décide d'aller au chaud dans le sud, hein, parce qu'à Marseille, il faisait froid, il y avait du vent. Et il choisit la Tunisie. Tunis. Et effectivement, il va réussir à battre ce record, hein, 5610 mètres. Et pour ce faire, eh bien, il va tout simplement prendre l'avion de Le Gagneux. Il ne va pas s'ennuyer, comme on dit. Non, c'est pas 5601. Non. Pas d'accord. Bon, enfin bref, querelle de spécialistes.
Justement, on voulait faire le commentaire. Mais bon, de toute façon, il faudra qu'on retourne aux documents d'origine de la FAI ou de l'Aéroclub de France. Puis de toute façon, 1 mètre, à mon avis, on arrondit. Bon. OK. Et en fait, ce qui se passe à l'époque, c'est que finalement, il va en réalité passer un contrat avec la société Morane-Saulnier. Donc je pense qu'à ce moment-là, il n'est plus propriétaire des avions. C'est plus ou moins Morane-Saulnier qui les met à disposition. Parce que là, vous allez voir, alors là, ça va être la qui est réel des Morane-Saulnier. Donc il bat ce record. Il est parti en bateau, et puis il se dit, bon, bah, tant qu'à faire, j'ai un avion avec des ailes, bah, on va revenir en vol. Voilà. Et là encore, personne ne l'avait vu, et pourtant c'est énorme. Le 18 décembre 1912, il réalise le premier vol intercontinental de l'histoire de l'aviation. On avait quand même tous dans les yeux. Et c'est d'ailleurs pas, c'est vrai que c'est pas une très grosse distance, mais ce sont quand même des centaines de kilomètres sur la flotte. D'ailleurs, il va tomber en panne parce qu'il visait Trapani, aujourd'hui une base d'Eurofighter, je vous signale. Donc il va faire une petite escale forcée à Marsala, il va ravitailler, il va à Trapani, il continue sur Naples. On sait maintenant où il s'est posé exactement. C'est apparemment Capodichino lui-même. C'est vraiment l'aéroport actuel. Et il termine à Rome, où là, manque de chance, comme toujours en pareil cas, il se pose sur la place d'Armes, et puis bon, bah, c'est pas une piste en béton, et ça se termine par un cheval de bois à la fin. Voilà, alors là, la presse ne lésine plus, le meilleur pilote du monde. D'ailleurs, je pense qu'une des conclusions potentielles de cette année 13, ce sera de savoir, fut-il effectivement le plus grand pilote des débuts de l'aviation? Ce qui paraît de plus en plus probable. Alors on pense pilote, mais en fait c'était aussi un vulgarisateur, comme on dirait maintenant. Il écrivait, il ne se contentait pas de bidouiller avec le manche. Il a écrit un guide de l'aviateur, on n'a pas la date d'ailleurs exacte, et notamment il voulait, c'est un peu le début du RSA, l'aviation populaire, en fait, déjà lui il y pensait à l'époque, donc dès à peu près 1913. Alors, Monaco, 1913. On arrive, vous allez le voir de nouveau, à quelque chose d'assez... Non, c'est 114 en fait, l'exceptionnel. Alors en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider de participer à la Coupe Schneider, qui est donc une course d'hydravion sur flotteur. Or, il n'a jamais piloté d'hydravion. Donc il va tout simplement se prendre un Morane-Saulnier, il va faire des essais à Nice, et donc il va apprendre tout seul à faire l'hydravion. Et après ça, avec des flotteurs Tellier, autre grand constructeur. Et donc, avec tout ça, il va participer à la première Coupe Schneider de 1913, qui sera gagnée par Prévost sur des paires du sein. Et notre ami Garros, il fera que 3e. Bon, ma foi, pour les débuts, c'est pas mal. Alors, de temps en temps, je vais présenter des blancs, parce qu'on cherche, si vous avez des photos, ou télégraphiées. Donc, il y a eu une opération tout à fait étonnante, en mai 1913, à Buc, où non moins de 80 avions ont été présentés au roi d'Espagne, Alphonse XIII. Alors, j'aimerais bien voir la photo des 80. Et qui c'est qui va faire la clôture? Eh bien, 2 pilotes seulement, Garros et Chevillard. Donc, vous voyez la notoriété, parce que là, on discute quand même du roi d'Espagne. Autre manque de photos, c'est le 2e meeting de Vienne, où là encore, il va amasser quelques 16 500 couronnes. Je ne sais pas ce que ça vaut en francs, en euros, pardon. Bien. Alors, il va devenir copain. Alors, tout ça, c'est un petit monde. Et je rappelle qu'en fait, les débuts de l'aviation ont vu en fait des liens extrêmement étroits entre tout ce qui est aviation, automobile, cyclisme. On les retrouve partout. Et surtout, ce que peu de gens ont capté, même chose avec les canots automobiles. Moi, j'ai découvert que les courses de canots de Monaco, ça a été vraiment les débuts de l'aviation. Albert Ier est certainement du même niveau que l'Archdeacon et Dodge de la Meurthe. Et ça, c'était une très grosse surprise pour moi. Quand vous voyez la liste des canaux, vous avez les moteurs d'aviation, vous avez les pilotes d'avion, c'est vraiment, tout ça, c'est un tout. Et donc, il devient copain avec Ettore Bugatti, petit ingénieur, petit constructeur de voitures, qui va sortir un modèle spécial, la Bugatti 18 Roland Garros. Donc, quelques exemplaires seulement vont être construits, et récemment, il y en a une qui a été vendue aux enchères à un Hollandais, et le moteur ronronne. Et donc, cette voiture est exposée à Rétromobile le mois prochain. C'est une des grandes étapes de l'année mondiale Roland Garros. Et puis, le fameux 23 septembre 1913, que beaucoup de gens connaissent, mais qui n'est quand même que la 3e ou 4e grande première de Roland Garros, après tout ce que je viens de vous dire.
Alors, pour situer le paysage, Brinjon-des-Moulinets sur Morane-Saunier, là encore, on voit que c'est vraiment le nouveau grand constructeur, avait déjà réalisé la plus grande traversée maritime entre l'Estonie et Stockholm, donc de plus de 300 km. Alors, on n'a pas beaucoup de photos du départ, bon, donc c'est bien de Fréjus qui s'en va, hein, donc 5h47, il part très tôt le matin, aux aurores. C'est une tentative privée, hein. Mais les gens sont au courant, par le biais de la presse, et donc le ministère de la Marine va quand même faire des choses. Mais ça n'a pas été demandé officiellement, lui n'a pas demandé, hein. D'où un peu le manque de photos. C'est donc bien de la base aéronavale de Fréjus. Alors, une des questions qui se posent pour l'année mondiale, c'est la base de Fréjus ne serait-elle pas la première base aéronavale au monde? Petite anecdote, il part avec 2 montres Cartier. Donc, il y en a une pour l'heure absolue et puis l'autre pour le ground elapsed time, comme on dit, donc la durée du vol. Évidemment, hein, il est connu de tous, hein, donc, y compris de Cartier, et vous le verrez d'autres personnes très célèbres. Alors ça, c'est extirpé de d'Icar, hein, c'est en fait une carte, donc Fréjus est à gauche, la Tunisie à droite, et donc c'est Edmond Petit, je crois, hein, qui avait fait le dessin, si je ne m'abuse, et en fait on a en rouge ce qu'il a en réalité réalisé, puisque comme vous allez le voir, ou vous le savez déjà, le vol n'a pas été de tout repos, et c'est d'ailleurs hallucinant, quand on sait ce qui s'est passé en détail. Donc il est parti vers 6 h du matin, et après à peine 1 heure de vol, boum. Mais heureusement, il a un moteur, un rototo. Alors j'espère que si vous ne connaissez pas ce qu'est un moteur rotatif, vous retournez dans le hall et vous regardez. Hein, donc un moteur rotatif, c'est une hélice que l'on attache au moteur fixe. Donc c'est le moteur qui tourne, l'ensemble moteur et hélice. Ça n'a rien à voir avec un moteur classique où il y a un vilebrequin et donc le moteur est fixe et l'hélice tourne. Alors il y a 2 intérêts quand même à la chose, et d'ailleurs ça a été largement prouvé. C'est un moteur très robuste, comme on dirait aujourd'hui. Donc déjà, ça refroidit naturellement, puisque les cylindres tournent à la vitesse grand V. Puis en plus, pour la circulation d'huile, c'est pas mal pour la lubrification. Donc il a un grand boom. Donc du coup, il se rapproche de la Corse, bien sûr, tout de suite. Et puis le moteur continue de tourner. Donc lui continue, qu'à cela ne tienne. Donc vous voyez, Bonifacio, Cagliari, donc il arrive en Sardaigne. Et puis, un peu avant 13 h, donc vous voyez, tout le monde était au courant quand même, hein, ça, téléphone arabe, si je puis dire. Et vous voyez, par exemple, à Cagliari, il ne s'est jamais posé, c'est une idole à Cagliari. On va être accueilli à bras ouverts hein, par les pionniers italiens hein, en septembre de l'aviation. Et vous voyez, un peu avant 13 h, nouveau boom. Mais le moteur continue à tourner. Donc il continue. Alors je passe sur les changements d'altitude, hein, c'est secondaire. Et là, on retrouve nos torpilleurs de la marine, qui avaient été discrètement, si je puis dire, mis là. Alors l'histoire est stupéfiante. Hein. Là aussi, les gens n'ont pas réalisé. Quand ils voient les bateaux, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le moteur et il descend pour se poser. Parce que de toute façon, il sait qu'il n'a plus trop d'essence, qu'il n'arrivera pas à Tunis. Et puis dans la descente, parce qu'il est quand même à peu près à 3000 mètres, donc il y a du temps pour descendre, je dis, attends, on va remettre en route. Il remet en route, ça repart, et il va jusqu'à Bizerte. C'est une histoire incroyable. Voilà, donc 730 km en 8 heures de vol. Et puis, comme il voulait à Tunis, il repart tout de suite, mais la nuit tombe, donc il fait une escale à Protteville, et il ne rejoindra Tunis que le lendemain. Voilà, un vol tout à fait fantastique. On vise un film grand public hein, pour d'ici 2018, parce que c'est bien du grand public, et vous allez voir qu'il y a d'autres choses grand public par la suite. Voilà donc la célèbre photo, le monument, l'arrivée à Marseille en grande pompe, l'arrivée aux Champs-Élysées, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Et donc, là-dessus, il va en Italie. Donc, vous voyez, hein, le mois est à peine terminé. Hein, il se précipite à Côme pour le circuit des lacs, que là aussi, il va gagner. Bon, je passe les détails. Vous voyez quand même qu'il a un gros bestiau, hein, un Morane Sogneka de 160 chevaux. Hein. Donc ça, c'est un pur sang pour l'époque. Vous voyez, il y a un peu tous les modèles de Morane Saunier qui va y passer entre les mains. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui va terminer deuxième, c'est un certain Hirt, pionnier allemand très connu, dont on va reparler d'ici peu. Alors, c'est vraiment des seniors quoi, à l'époque, parce qu'il était à Marseille, probablement en février 1914, et puis il avait un rendez-vous avec un certain Cocteau, avec qui il avait copiné, qui était à Paris. Donc, il avait un avion, donc il se dit, plutôt que de prendre le train, je prends mon avion. Puis il va avoir un problème, parce qu'en fait, il va être confronté au brouillard, ce qui fait qu'il va devoir se poser à Orléans. Donc il déjeune à Marseille
Et il arrive quand même à temps avec Cocteau et il dîne le soir à Paris. Pas mal, hein, la grande classe. Autre épisode tout à fait étonnant, entre-temps, il a quand même touché un 12e Blériot 11. Enfin, je vous rassure, c'est le dernier. C'est le dernier, et comme il ne sait plus quoi en faire, il y avait une rivalité, bien sûr, il a compris avec Jules Védrine. Hein. Alors, deux caractères complètement différents. Hein. Jules Védrine, jovial, celui qui racontait, qui a inventé l'histoire de son attaque par des aigles lors du Paris-Madrid, qui est en fait une vaste foutaise. Mais il y a eu, ça fait la première des journaux. Et notre ami Garros, qui serait plutôt pilote d'essai, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Taciturne, hein, ça se voit tout de suite sur son visage. Et donc, il décide de donner son Blériot à Védrine. Mais à une condition, c'est que Védrine arrête de le tutoyer. Alors, il va refaire de nouveau un petit tour dans son sud-est chéri, au beau temps, hein, puisqu'on est au début de l'année 14, on ne sait pas qu'exactement. Et là, il semblerait que sur un Morane-Saunier spécial, donc probablement un G ou un H modifié, il aurait fait la première boucle d'une femme, en l'occurrence Marcel Gorge. Sachant que, alors bon, vous savez qu'en fait la première boucle c'est Nesterov qui l'a faite sur un avion français, un Blériot ou un Morane-Saunier, je ne sais plus. Par contre, Pégou a fait le premier vol sur le dos, continue, et après a fait la boucle aussi. Alors, on arrive donc maintenant à un autre événement incroyable. Voilà, vraiment, alors ça c'est la découverte la plus récente. Ce qu'il a fait à Monaco, pour moi c'est unique dans l'histoire. Donc, rallye aérien de Monaco, l'idée, c'est toujours Albert Ier, hein, et puis la SBM, hein, Blanc, Camille Blanc, qui est derrière. Le but, c'est toujours la même chose, attirer les fortunes du monde au casino. Ça, c'est les débuts de l'aviation, hein, partout, hein, en tout cas en France. Et donc, il y avait un rallye aérien du même tonneau que le rallye automobile, avec des points de concentration. Donc, les avions venaient de toute l'Europe, hein, il y avait plusieurs circuits. Il va falloir dire qu'on mette au point dans cette année une carte qui explique clairement, parce que c'est impossible comme ça. Toujours est-il qu'il avait 5 avions sous la main, 5 Morane-Saunier. Il a passé son temps, quelques jours, à sauter d'avion en avion, de Bruxelles, de Paris, c'est hallucinant. Et y compris les hydros. À cette occasion, bien sûr, il a rencontré sa copine Anastasia, que vous voyez à droite, et on retrouve Hirt, le grand pilote allemand, grand pionnier de l'aviation. Et donc, avec ces 5 avions, il va gagner la première place et la deuxième place. C'est incroyable. Pour moi, c'est unique dans l'histoire du sport mondial, tout sport confondu. Alors ça, c'est donc son avion de vitesse, hein, le Morane-Saunier K, de 160 chevaux. Donc, vous aurez reconnu Monaco. Et en plus de ces 2 prix, de ces 2 premières places, il a tué l'opposition, si on peut dire, à la compétition. Il va avoir des prix spéciaux, bien sûr. Donc le président de la République, la Marine, l'Aéroclub de Belgique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et bien sûr de son ami Anastasia. Alors ça, l'année prochaine, il faudra qu'on fasse quelque chose à Monaco. Je n'ai pas réussi à faire une commémoration du premier meeting hydravion au monde. Là encore, alors c'est pas la France, c'est Monaco. Bon, je n'ai pas pu avec Monaco. Donc on va essayer de se rattraper l'année prochaine. On est en 14, la guerre commence à se rapprocher, et c'est un théoricien, et pas seulement un pilote, et donc il va penser déjà au combat aérien. Et ils vont faire à Buc des simulacres de combat aérien avec son ami Aude-Mars. Alors ce sont 2 photos, hein, on a l'impression que c'est la même, non. Et il va également être à l'origine d'une espèce de regroupement de pilotes promoteurs de l'aviation, qui va s'appeler le groupe apparemment, où on retrouve Brandjon, bien sûr, Gilbert, et Pourpre, qui est un pionnier assez méconnu, mais qui a été en Australie notamment, hein, au début de l'aviation. Alors il va encore participer à un nouveau meeting à Vienne, où là on voit apparaître un nouveau Morane-Saunier sur lequel il y a eu beaucoup d'erreurs. Hein. Beaucoup ont vu en lui l'avion de chasse et tout. Non, au début c'est pas un avion de chasse, c'est un avion rapide. On voit Garros à gauche, là. Où là encore il va gagner une épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va proposer à Hirt de visiter les usines Morane-Saunier, donc en France, à Paris, en juillet 1914. Et du coup, Hirt va inviter M. Roland Garros, fin juillet 14, à visiter l'industrie aéronautique allemande. Donc vous reconnaissez, hein, les spécialistes, hein, les moteurs Benz, les équipements Bosch, les moteurs Robert Ursel, les constructeurs d'avions Gotha, LVG, Albatros, tranquillement. C'est étonnant quand même, hein, à la veille de la guerre. Donc la guerre, il est réunionnais, donc outre-mer, donc il est dispensé de service militaire, mais il est volontaire,
Et bien sûr, il est attribué à une escadrille Morane-Saulnier, donc en l'occurrence la 23e, la MS-23 à Buc, sur un nouveau type d'appareil, le Morane-Saulnier, inventé par Morane-Saulnier. Premier avion parasol au monde, c'est Morane-Saulnier. Et je rappelle que Morane-Saulnier est à ce jour, sous le nom de Daher Sokata, le plus vieux constructeur aéronautique au monde. Sûrement pas Boeing ou les autres. Donc on voit les affectations diverses et variées, Morane-Saulnier. Alors c'est les débuts donc, de l'aviation militaire, l'armée, qui est la patronne, ne sait pas trop quoi faire de ces avions. Ils disent bon, ça pourrait servir à voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, voir du réglage d'artillerie, et puis pas plus. Alors quand même, il y a certains qui ont l'idée de dire mais quand même, on a des biplaces, on pourrait prendre un... Mais déjà empêcher l'autre de faire ce que nous on veut faire, donc on essaye de tirer dessus avec la carabine, etc. Donc vous voyez, c'est ce que montre la bande dessinée. Mais bon, Garros, c'est plus que ça, hein, vous l'aurez compris. Il va donc réfléchir à un système qui soit efficace. Alors, c'est le fameux tir synchronisé, où là encore, il y a plein de gens qui racontent des conneries. Donc, on va être très clair. Alors, la synchronisation, c'est-à-dire le fait qu'une balle ne parte que lorsqu'il n'y a pas d'hélice devant, pas de pale d'hélice devant. Donc, ça, c'est une synchronisation moteur-hélice. Ça a été inventé par un certain nombre de personnes. Ça a été breveté, semble-t-il, le premier, c'est REP, hein, Robert Esnault-Pelterie, et très rapidement, Saulnier, dont je rappelle que Saulnier est l'ingénieur du Blériot 11. Alors pourquoi Morane-Saulnier? Parce que quand un certain Louis Blériot a traversé la Manche, un certain Raymond Saulnier a été voir le patron et il dit bon, je vais peut-être avoir une petite augmentation. Non, oui, il est parti et Morane-Saulnier. Et d'ailleurs, il a perdu au change, hein, Louis Blériot. Alors bon, je passe sur les différents essais, mais Garros pense également au système. D'où d'ailleurs, on voit qu'à la fois Morane et Saulnier viennent visiter sur le front Roland-Garros, ça discute. Et ils essayent de mettre au point un système. Et en fait, l'idée, ce n'est pas une synchronisation. C'est là où tout le monde se trompe. C'est en fait un système à l'hussarde où on tire. Et puis, bon, s'il y a une balle qui arrive sur la pale, il y a un déflecteur de balles sur la pale. Alors, ça paraît complètement fou. Et effectivement, au début, ça n'a pas bien marché, vous voyez, avec les essais. Donc, il va être affecté pour ça au camp retranché de Paris, hein, le CRP, à la fin de 14. Et puis, évidemment, l'hélice casse. Et d'ailleurs, dans certains cas, c'est même pas l'hélice qui va casser, c'est le moteur qui va tout simplement se désolidariser. Donc, ça donne une idée de la force de l'impact. Et de manière très surprenante, c'est avec un calibre supérieur de 8 et non pas de 7 que ça va marcher. Bon, ça montre que c'est un problème de vibration, hein, une résonance, quoi. Donc, ils sont sortis de la résonance. Et donc, le résultat est que fin janvier 1915, la France a inventé l'avion de chasse. Monsieur Saulnier et Monsieur Garros. Premier au monde. Et non seulement donc la France invente l'avion de chasse, donc le monoplace, hein, le pilote seul à bord. Il n'y a plus besoin d'avoir un autre qui est derrière, qui essaye de passer par-dessus l'arc de l'hélice, ou un avion avec une nacelle à l'avant, un moteur propulsif. Mais en plus, et ça, là aussi, on s'en est aperçu depuis quelques semaines, Roland Garros est également donc le premier pilote de chasse ayant eu une victoire, seul. La fameuse première victoire de Guidemer, c'est pas Guidemer, c'est comme Franz et Queneau. Franz et Queneau, la première victoire aérienne de l'histoire, c'est un équipage. La première de Guidemer, ils étaient deux. D'ailleurs, l'histoire n'a même pas vraiment retenu le nom du mitrailleur. Par contre, la première victoire d'un mec seul, c'est Roland Garros, le 1er avril 1915. Alors, il a dû bénéficier d'un effet de chance, parce qu'il faut imaginer, l'Allemand, il voit un avion avec un pilote seul, donc il se doute de rien. Hein. Et s'il y a une mitrailleuse, ça peut être un deuxième homme. Sauf qu'il va en avoir deux autres dans la foulée. Alors là, autre travail de cette année, identifier vraiment les premières victoires de l'histoire de l'aéronautique, et je peux vous dire, alors il va y avoir Stéphane Nicolaou, bien sûr, un bout. Je pense aussi Christophe Conny à Nice, qui est un expert, on va travailler là-dessus, pour clarifier. Donc, deux victoires successives, encore le 15 avril et le 18 avril. Alors, le 18 avril au matin, il abat un avion. Alors, c'est pas vraiment confirmé, hein, 6e, 7e, 8e allié. Hein, ça, il faut qu'on travaille. Puis, vous savez que maintenant, on croise avec les ennemis. Hein, donc, côté allemand, côté français, pour vraiment identifier les avions, les numéros, les pilotes, etc. Et puis, l'après-midi, manque de chance, il lui arrive ce qui arrivait souvent à l'époque, la panne de moteur, hein, bête et brutale. Il n'a pas le temps d'incendier complètement son avion. Et donc là aussi, ce n'est pas vraiment exact de dire que ça a inspiré Fokker, puisque Fokker, lui, a vraiment fait une synchronisation. Donc ce n'est pas un tir avec déflexion. Oui, vous n'avez peut-être pas été assez... Tout à l'heure, vous avez dû voir quand même sur... voilà, on voit bien le déflecteur de balle hein, sur l'hélice. Hein. Donc c'est une pièce métallique triangulaire massive hein, qui dévie la balle. Donc une sur chaque pale. Et donc, il est fait prisonnier.
Alors là encore, c'est complètement rocambolesque son histoire, parce qu'en fait, il est fait prisonnier au tout début de 1915, et en fait, il va passer 3 ans de sa vie en prison, sur les 4 années de la guerre. Et il ne va pas arrêter de se tenter de s'évader. Et tout va y passer, tout l'arsenal. Donc le tunnel, bien sûr, il va faire plusieurs tunnels. Il va utiliser une grille de codage avec son ami Aude Mars. Donc vous savez, on écrit un texte, on met une grille avec des fenêtres, et la fenêtre révèle vous verrez la diapo plus tard. Sa première évasion va rater par tentative parce qu'il va être trahi par un officier russe. Donc du coup, il va être transféré dans un autre camp, à Gnadeux-de-Frey, en Silésie. On s'est aperçu d'ailleurs depuis que dans les nombreux endroits où il s'est retrouvé, il y en a un qui est polonais maintenant. Donc maintenant, on a également la Pologne dans l'année mondiale. On n'a pas que l'Allemagne. Bon, il va se retrouver ensuite à Magdebourg. Donc je passe sur les détails. Donc voici la fameuse grille de codage. C'est le proviseur adjoint du lycée Garros, du collège Garros de Nice, qui a travaillé là-dessus. Ça intéresse beaucoup de gens, Garros. Donc voilà une photo de lui, et il va se retrouver donc dans un autre endroit, le pont de Burg, et cette fois-ci, tentative d'évasion aérienne. À Nathalie Ménigon, sauf que ce n'était pas un hélicoptère, c'était un avion, et c'était Védrine. Bon, ça va aussi foirer. Et alors, je vous disais, deuxième exemple de raquette de tennis. Oui, oui, tout à fait. Ça servait à cacher des messages dans le manche. Donc, vous voyez, ça relève vraiment d'un film grand public. Alors, je peux vous dire qu'on est en train de... On commence à négocier avec un producteur pour faire un truc grand public. Et alors, finalement, eh ben, il va s'évader par la porte, tout simplement. Il va tranquillement sortir par la porte, d'entrée-sortie. Parce qu'en fait, il va connaître un certain Marshall, Anselm Marshall, qui avait eu l'occasion avant la guerre de voler sur des hydravions à Warnemünde, un centre d'essai d'hydravions de la marine allemande, qui parlait donc parfaitement l'allemand. Et donc le 15 février 18, vous voyez qu'on n'est pas en fait la guerre, tous les deux vont tranquillement sortir en officier prussien par la porte, et via la Hollande, notre ami Garros va se retrouver en France. Alors il est fait officier de la Légion d'honneur. Vous noterez que sur la photo en haut à droite, le porte-drapeau, vous l'avez reconnu les experts, René Fonck, l'as des as alliés, l'homme qui abattait certains avions avec 3 balles, pas 4. Et je crois 2 fois 5 avions dans la journée, un truc comme ça. Mais bon, le malheureux, il a été vichiciste après, donc on l'a mis de côté. Mais l'as français, c'est pas Guilmer, c'est René Fonck. Il a proposé de construire des aéroports après la guerre. Toujours Roland Garros activiste, si je puis dire, il crée l'association des évadés de guerre. Ça aussi, pas l'oublier. Et puis, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il revient au combat. Alors, il rencontre Clémenceau, qui lui offre tout de suite un bureau, où il peut tranquillement poursuivre sa vie, mais non, il veut absolument retourner au combat. Or, le problème, c'est que, comme vous savez, il y a eu pratiquement 3 générations de chasseurs en l'espace de 4 ans. Le progrès était tel, et donc le chasseur de l'époque, c'est le SPAD, ça n'a plus rien à voir avec les Morane-Saunier et autres voisins du début de la guerre. Et ben, il y va, donc il repasse en école. Ce qui est intéressant, c'est qu'il retrouve à l'école de Pau son ami Simon, qui est entre-temps devenu le patron de l'école. Bon, ça va bien sûr très bien se passer. Il va aller à Cazaux, à Biscarrosse. Il va faire un peu de vol sur des Nieuport 17, mais à titre d'école. Donc à la fin, il aura touché pas mal d'avions. Et puis finalement, il va donc, sur Nieuport 28 aussi. Et finalement, il va être affecté à la SPA 26. Donc là, on voit les différentes affectations. Et bon, vous savez qu'il y a plusieurs cigognes. Il n'y a pas que la cigogne de la deuxième escadre en France. Donc il y en a une qui s'appelle la cigogne de Saint-Galmier et que certains appellent en fait la cigogne à la Garros. Donc on voit l'importance de Garros, y compris au niveau de l'héraldique de l'armée de l'air. Bien, donc voici une photo de SPA de 7. Et il retourne effectivement au combat. Et il va même mettre à son actif une 4e victoire. Alors là, vous voyez, c'est quand même assez exceptionnel. Et pas contre n'importe quoi, un Fokker D7, le meilleur chasseur allemand. D'ailleurs, à la fin de la guerre, le seul chasseur que les Alliés ont voulu récupérer chez les Allemands, le seul qui s'intéressait, c'est le Fokker D7. Ils n'avaient rien à faire des autres, et surtout pas du Fokker triplan, qui était... Bon, bref, on va rester poli. Autre aspect très important, c'était un artiste. C'était un artiste, et il a notamment travaillé avec celle qui a révolutionné la danse. Alors, je ne suis pas expert, mais on me l'a dit. Donc, c'est Isadora Duncan. Il jouait du piano. Donc, vous voyez, il avait vraiment beaucoup de cordes à son arc. Donc, 4 victoires. Il n'est pas loin de l'As.
Alors vous savez que la notion d'as a été définie que relativement tard, hein, pendant la guerre, par la France d'ailleurs. Et arrive donc le 5 octobre 1918, qui est un peu mystérieux, parce qu'on ne sait pas ce qui lui arrive exactement, sauf que ce n'est pas un combat aérien. Il n'a pas été abattu. Hein. Il revenait effectivement d'une zone un peu agitée où il y avait eu du combat, mais il n'y était plus. Enfin, il était plus, il avait quitté la zone. Alors, ce qu'on pense, hein, l'hypothèse la plus probable, alors justement, Jean-Pierre nous le disait hier soir, c'est un point qui avait échappé à tout le monde, c'est qu'en fait, Garros avait la vue qui faiblissait, enfin bon, il commençait à devenir myope, et donc il avait demandé à Spad de lui faire une installation qui permettait de tirer à cadence plus élevée, hein, pour avoir plus de chances de descendre l'adversaire. Et puis, bah, il y a dû avoir un problème, et on pense, alors ça, c'est l'hypothèse de Saunier, justement, qu'il y a une balle qui a touché une pale. Alors évidemment, une hélice qui perd une pale à pleine puissance, ça se passe très très mal, ça se termine par une désintégration générale de la machine. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, la machine s'est désintégrée, et donc il est tombé à Saint-Morel. Et ce qui est triste, c'est que, bon, bah, c'était peu de temps avant la fin de la guerre. Voilà, donc il y a un monument qui a été érigé à sa gloire, d'abord aux Champs-Élysées, et qui ensuite a été déplacé à La Réunion. Il y a une lettre de condoléances d'Anastasia, au père de Roland Garros. Alors désolé, c'est un peu flou. Alors la suite, eh bien, l'impact de l'ami Roland Garros a été considérable, et notamment dans le sud-est qu'il chérissait beaucoup, hein, le plateau de Levin, c'est l'arrière-pays niçois. Il y a un club qui s'est créé, c'était un peu le début du vol à voile. Et il y a un de ces fameux planeurs à l'air libre des débuts du vol à voile, l'Aviadis, qui a été baptisé du nom de Roland Garros. Bon, alors quand même, depuis le temps que je cours, il serait temps de savoir, mais pourquoi, mon Dieu, ce Roland Garros? Parce qu'on dit Roland Garros, bon, bah, vous avez 1 million, 1 milliard de gens pour qui, bon, bah, Roland Garros, ok, oui, les joueurs de tennis. Hein. Chaque fois que je parle de ça à quelqu'un de nouveau, il dit, ah bah oui, le tennis, oui, oui. Quand on contacte un journal pour avoir un journaliste, ah bah oui, bah, je vous adresse au service des sports. Bon. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la France, les fameux 4 mousquetaires, gagnent la Coupe Davis aux États-Unis. Donc c'est la France qui organise l'année d'après, ou enfin après. Et à ce moment-là, le président du Stade français, c'est le fameux Émile Le Sieur, grand ami de Roland Garros, et qui dit, bon ben ok, on fait un stade moderne, en bois d'ailleurs, semble-t-il. J'ai appris ça hier. Et donc, bah, je demande qu'en l'honneur de mon héros d'ami, le stade s'appelle Roland Garros. Et voilà comment, finalement, l'honneur que l'on a fait à Roland Garros aboutit à ce qui est certainement l'une des plus grandes erreurs médiatiques actuelles, quoi. Le plus grand contresens sur Terre. Donc c'est ce qu'on va essayer de rectifier avec cette année mondiale Roland Garros jusqu'en 2018. Donc, vous savez probablement que la base aérienne de La Réunion s'appelle Roland Garros, bien sûr. Donc là, vous avez le commandant de la base de l'époque, et à droite, Jean-Pierre, avec une belle demoiselle derrière. Bon, rapidement, la tradition de l'escadrille au sein de laquelle a volé Garros se perdure aujourd'hui essentiellement avec la 5e escadre. Donc il y a eu successivement des Super Mystère B2, du Mirage 3, avec un inconnu là, Jean-Loup Chrétien, premier astronaute français, et également un des plus grands astronautes non américains, non russes. Il y a quelques diapos, mais je passerai très vite, qui le montrent. Et qui a d'ailleurs été notre parrain lorsqu'on a fait des commémorations en 2008, déjà. Et en 2010, d'ailleurs, on a donné le nom de Roland Garros à l'amphithéâtre principal du musée de l'Air. Donc voilà, après ils sont passés sur Mirage 3, puis sur Mirage F1. Bon, quelques vues de l'ami Jean-Loup Chrétien, donc, qui a plein de premières à son actif, hein, à bord de la station Salyut 7, de la station Mir, le premier américain non russe à faire une marche dans le vide. Donc on a un parrain de haute qualité. Et puis un jour, la NASA lui a dit ça t'intéresse de voler sur la navette? Texto. Il n'a pas été sélectionné, on lui a demandé s'il voulait voler sur la navette. Donc il a aussi volé sur la navette. Alors voilà donc cette magnifique photo de l'Alpha et de l'Oméga, l'un des plus grands constructeurs au monde, Morane Saunier, constructeur du premier avion d'affaires à réaction au monde, le Paris, entre autres, tout ce que j'ai dit, avec son fleuron actuel, le TBM. Donc en 2003, à Fréjus, il est parti de Cannes, bien sûr, puisque Fréjus était fermé, le chef pilote de la Socata a refait la traversée jusqu'à Bizerte. Il y a également un avion de l'Aéroclub de Coulommiers qui a fait le même circuit, décollage Cannes vertical Fréjus, et puis ensuite arrivé à Bizerte. Voici l'arrivée à Bizerte du TBM.
avec, il s'appelait le Spirit of Roland Garros, mais je pense que cette année, il va y avoir au moins une demi-douzaine de traversées, mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de Spirit of, ce sera un peu plus français. On est en train de... Si vous avez des idées, hein, il y a notamment mon aéroclub d'Antibes qui fait le vol, avec en principe Jean-Pierre et le président de l'aéroclub. Il faut qu'on trouve au nom à l'avion. Donc, Antibes, ce sera un DR400. Alors, il y aura également Pardon, un rallye, un TB. Ah oui, voilà, ça c'est prévu, c'est Réplicaire qui le fait. Ah mais, eh ben, nous on est preneurs, hein, et on vous aidera. Oui, on vous aidera, hein, de toute façon. Donc il y aura Christian Briand avec un ULM. Il y aura un jeune descendant de Roland Garros, Thibaut Cotterman avec un Cessna. Et puis il y a une magnifique manip qui est prévue avec Philippe Renaudet de Cholet. Donc avec un MCR, aller tranquillement à Bizerte et ensuite tenter une directe Bizerte Salon du Bourget avec à bord un malonnier et un copilote handicapé. Donc il y a plein de belles choses qui se préparent. Je vous parlais du collège Roland Garros tout à l'heure. Donc vous voyez, ils ont reconstitué des bustes de Roland en 2008. Pour ceux qui s'occupent de politique, il y a Eric Ciotti à droite, très connu maintenant. Voilà, donc effectivement, en conclusion, je crois que la question qui se pose maintenant, à laquelle on aimerait répondre cette année, c'est Roland Garros n'est-il effectivement pas le plus grand pilote des débuts de l'aviation? Voilà, merci. Voilà, je remercie Philippe. J'avais quelques craintes, n'ayant pas entendu sa conférence, qu'on déborde, mais en fin de compte, il était très concis et en moins d'une